Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Pascal Lafourcade. Je suis professeur à l'Université Clermont-Auvergne et membre du LIMOS. Donc, je reconnais certaines têtes dans l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité ou de l'insécurité du vote électronique. Donc, on va voir comment ça fait. Alors, ça génère souvent beaucoup de questions. Donc, je resterai après pour discuter si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions pendant la fin de l'exposé. Alors déjà, le vote électronique, c'est une réalité. Donc là, j'ai pris des extraits de presse. Donc ça a été utilisé à Neuilly-sur-Seine, un système de vote électronique. C'est également utilisé pour les votes des expatriés, donc c'est-à-dire des personnes à l'étranger qui votent en vote électronique. Ça leur évite d'aller se déplacer dans l'ambassade qui a des millions de kilomètres ou des milliers de kilomètres. Ça dépend pour qui. Donc c'est une réalité et ça a été utilisé aux dernières élections pour les législatives. Ça a été remis en place urgemment. Donc voilà, donc c'est vraiment une réalité et il y a des failles sur les sécurités, sur du coup le côté insécurité. Donc là c'était une faille sur le système en Suisse je crois. Donc et il y a d'autres failles qui ont été découvertes sur plusieurs systèmes. Donc on va discuter un peu tout ça ce soir. Donc ça c'est le système suisse, donc j'aime beaucoup la démarche qu'a adoptée Swiss Post, qui est la société suisse qui met en place le vote en Suisse, vote électronique. Et donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire un bug bounty. Donc ils ont décidé de mettre leur protocole de vote électronique en ligne, disponible, et ouvert un bug bounty. Et donc il y a des chercheurs, des hackers qui ont commencé à attaquer le système et ont trouvé des vulnérabilités. Et donc, il y a des collègues à Nancy, Véronique Cortier, Pierrick Gautry et Alexandre Deban, qui ont répondu à ce bug bounty et ils ont réussi à empocher 40 000 € en trouvant un bug sur leur solution. Donc ça, je trouve que c'est plutôt la bonne solution d'avoir le code open source et que les gens puissent derrière l'attaquer. Alors, comment marchait l'attaque en quelques mots ? Alors en Suisse, on vote très souvent en fait. En France, on vote une fois de temps en temps. Voilà. En Suisse, on vote toutes les semaines. Dans tout son canton, pour tout on vote, pour l'implantation de la nouvelle crèche, pour le nouveau passage piéton, donc on est amené à voter tout le temps. Donc c'est des professionnels du vote et ils sont habitués à voter, donc ils ont besoin de solutions assez efficaces. Et donc là il y avait une possibilité d'apprendre le vote d'une personne en faisant tomber tous les serveurs et en gardant juste que la personne participe toute seule à une élection et qu'on voit le résultat tout seul de ce vote sur l'élection. Et donc il y avait qu'un bulletin, donc il y avait qu'une solution et donc du coup on savait pour qui la personne avait voté. Donc ça c'est l'attaque simplifiée. Il y a eu une présentation à Real World Crypto en 2022, donc il y a les exposés en ligne si vous avez besoin de les voir. Donc je vous conseille le livre de Pierrick Gautry à gauche et de Véronique Cortier, Le vote électronique, qui est un livre qui explique l'état du vote électronique, comment ça marche et les enjeux. Voilà. Donc c'est un très bon livre, un peu de pub pour la bonne lecture. Alors, le plan de la présentation, au début, j'ai parlé un peu de méthode formelle, parce qu'on est pas mal de gens à travailler sur les méthodes formelles qui nous intéressent au vote. Après, on va présenter ce que c'est le vote électronique, de manière simple, avec les propriétés qu'on va avoir. Et après, je passerai à la partie fun du talk, qui présente plusieurs attaques qui ont eu lieu sur plusieurs systèmes de vote électronique. Alors, les méthodes formelles, donc le vote électronique, ça utilise de la cryptographie. Donc, on va avoir besoin de primitives de cryptographie, donc des primitives de chiffrement, des primitives de signature, des primitives de zero knowledge. Donc, on définit ces primitives, on voit ce qu'on a besoin d'utiliser. Derrière, on va concevoir le protocole de vote, donc comment on va faire pour voter. Donc il y a les votants, les serveurs de vote, etc., etc. Donc des systèmes distribués, chacun joue son rôle. Et ensuite, on va identifier les propriétés de sécurité qu'on veut avoir. Donc est-ce qu'on veut le secret du vote, est-ce qu'on veut l'anonymat, est-ce qu'on veut plein d'autres propriétés que je vais détailler par la suite. Et une fois qu'on a fait ça, on doit considérer plusieurs modèles d'intrus. On va considérer les personnes malveillantes contre lesquelles on veut se prémunir. Qui c'est qui a le droit de faire quoi? Donc, qui c'est qui peut casser le protocole et quelle puissance de calcul il a, qu'est-ce qu'il doit accéder, etc., etc. Et une fois qu'on a tout ça, on est capable de faire une preuve de la sécurité de votre système. Et donc, soit on l'a fait à la main, soit pour moi, on doit la faire avec un ordinateur pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et qu'on n'ait rien oublié. Donc voilà, donc ça c'est un exemple que j'ai pris devant la mairie de Grenoble. Donc voilà, un joli scooter avec un super cadenas, donc la super crypto, super bien attaché.
mais super facile à apprendre en fait. Il suffit de faire sortir le cadenas par le haut et de partir avec le scooter. Donc voilà, donc vous pouvez mettre la super crypto que vous voulez, mais si vous l'utilisez mal, ça sert un peu à rien. Et dans le vote, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui des fois, il faudrait mieux pas les faire. Donc, voilà. Alors comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? Nous on fait de la vérification formelle. Donc du coup, d'un côté on a les attaquants qui cherchent à casser le système et de l'autre côté on a les gens qui cherchent à designer le système. Et nous on va essayer d'aider tout le monde. Donc on va se placer des deux côtés. Donc premier côté, on va essayer de trouver des attaques avant les attaquants pour pouvoir les corriger. Et de notre côté, on va vouloir faire des preuves que la solution proposée par les chercheurs ou les concepteurs de protocoles n'ont pas de faille. Donc on va vouloir faire des preuves formelles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de vouloir faire. Donc il y a plein d'outils qui existent pour faire tout ça. Alors maintenant, passons au vote électronique. Qu'est-ce que le vote électronique? Alors, on oppose le vote électronique au vote traditionnel papier. Donc si vous savez comment ça marche, pour ceux qui ont déjà voté, vous allez avec votre carte électeur, vous montrez votre carte d'identité. Si vous êtes enregistré sur la liste électorale, on vous donne le droit de voter. Donc vous avez le droit de récupérer les bulletins de vote, une petite enveloppe, qui sont toujours les mêmes et recyclées d'année en année. Vous allez dans l'isoloir, vous choisissez le bulletin que vous voulez mettre dans votre enveloppe, vous revenez et vous déposez votre bulletin dans l'urne. Voilà, l'urne qu'on voit ici, qui est transparente. Donc ça va permettre d'assurer certaines propriétés de sécurité. Vous pouvez rester dans la salle jusqu'au dépouillement pour être sûr que votre bulletin il a bien été pris en compte. Vous assistez au dépouillement et vous êtes sûr que la somme des votes qui ont été émis dans l'urne correspond bien à tous les bulletins qui ont été déposés. Donc c'est comme ça que fonctionne le vote traditionnel. Et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est faire la même chose de manière électronique. Du coup, on va vouloir avoir les mêmes conditions de sécurité, voire plus de conditions de sécurité. Donc voilà. Donc ça va augmenter certains trucs, ça va favoriser l'accessibilité. C'est un des avantages du vote électronique, c'est que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent voter en ligne. Donc ça évite de devoir aller dans son bureau de vote. Voilà. Ça réduit le taux d'abstention, parce que si vous avez décidé de partir en week-end à la plage, vous pourriez même voter depuis la plage et pas être obligé de rentrer pour voter en urgence, comme on a pu voir aux dernières élections organisées au mois de juillet pour une première en France, ce qui n'est pas forcément le meilleur taux de participation. Ça permet de faire un dépouillement plus facile, parce que du coup, c'est l'ordinateur qui va décompter les votes, et ce n'est pas les gens qui vont passer des heures et des heures à dépouiller les votes le soir après l'élection. Et ça demande moins de coûts d'organisation, parce qu'il faut moins de personnes pour faire les permanences, etc., etc. Donc ça, c'est quelques avantages du vote électronique. Alors, il y a deux types de vote électronique. Un que j'aime bien et un que j'aime moins bien. Donc ça, c'est purement personnel. Donc le premier, c'est les machines à voter. Donc aux États-Unis, il y a plein de machines à voter qui ont été conçues. En France, on en a eu quelques-unes qui ont été utilisées. Donc c'est des machines où vous vous présentez, vous avez un code pour vous identifier et après vous choisissez parmi une liste et vous cliquez dessus et ça enregistre votre vote sur la machine. Donc c'est facile, le dépouillement est très facile. Vous votez sur n'importe quelle machine, dans votre commune ou ailleurs, tout est facile. Par contre, pour moi, le gros désavantage, c'est qu'il faut faire confiance à la machine. Et donc, on verra après comment ça peut se passer et les attaques qu'il y a pu avoir sur certaines machines à voter. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le vote par Internet. Donc, cette fois-ci, vous votez sur le device que vous voulez, votre téléphone, votre ordinateur portable, votre PC de bureau. Voilà, vous pouvez voter à la maison. C'est assez facile à faire. En termes d'infrastructure, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de machine à acheter, il n'y a rien. Les gens votent sur les machines qu'ils ont chez eux. Voilà. Par contre, ça offre la possibilité de vous faire influencer. Donc, ça veut dire que quelqu'un est à côté de vous pendant que vous votez et vous force à voter pour une personne que vous ne voulez pas forcément. Donc, voilà. Donc maintenant, venons-en aux élections. Donc comment marche un protocole de vote électronique ou de vote tout court, hein. Donc il y a 5 phases qu'on a identifiées qui sont communes à toutes. Première phase, il faut s'enregistrer. Donc il faut qu'on puisse avoir la liste de toutes les personnes qui vont pouvoir voter. Donc il faut s'enregistrer sur les listes électorales. Que ça soit électronique ou pas électronique, il faudra quand même le faire et qu'on sache qui c'est qui a le droit de voter, parce que tout le monde ne peut pas voter 3 fois et on ne peut pas faire voter des morts. Il y en a qui ont essayé, mais ce n'est pas forcément facile. Une fois qu'on a fait ça, on valide la liste électorale, on valide aussi la liste des candidats.
Donc il faut que les candidats s'inscrivent et soient éligibles. Donc il y a des règles, code électoral. Tout le monde ne peut pas se présenter à une élection. Hein. Ceux qui ont eu des peines de prison ou des choses comme ça ne peuvent pas se présenter. Voilà. Une fois qu'on a tout ça qui est prêt, qu'on a préparé, qu'on a distribué les bulletins, on va commencer la phase de vote. Donc pendant une période donnée, les gens vont pouvoir déposer leurs bulletins dans l'urne, qu'elle soit physique ou électronique. Une fois que c'est fini, il y a le dépouillement. Et il y a une dernière phase qui est la vérification. Donc tout le monde pourrait être capable de venir vérifier que son vote a bien été pris en compte et que le résultat est correct. Alors, maintenant, on va voir les propriétés de sécurité. Donc ça, c'est toutes les propriétés de sécurité qu'en tant que chercheur en cybersécurité, on a identifiées pour les propriétés de vote. Donc on va avoir besoin d'équité, d'éligibilité, de robustness, de vérifiabilité, de correction, de résistance à la coercition, de absence de reçu ou de privacy, donc de respect de la vie privée. Donc ça, c'est les propriétés que je vais détailler les unes après les autres pour essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Alors déjà, l'éligibilité, donc ce qui est vrai dans le vote papier, on veut le retrouver ici, c'est que vous ne pouvez pas voter deux fois. Donc seuls les votants ont le droit de voter et voter qu'une seule fois. Donc peuvent voter que les gens inscrits sur la liste et ils peuvent voter qu'une seule fois. Donc ça, c'est l'éligibilité. Donc jusque-là, tout va bien. Et ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre de manière électronique. Vous avez des credentials qui vous permettent de vous inscrire, de voter. Et voilà. La robustesse, alors ça c'est pour les développeurs, hein, c'est un peu ce qu'a présenté Florent, load balancing, tout ce qu'on veut, que ça ne crache pas. Et bien sûr, on ne fait pas confiance aux votants, qui pourraient faire n'importe quoi sur l'appli. Il faut que dans tous les cas, ça marche. Donc ça, il faut un peu faire attention, mais il faut être un peu tolérant au mauvais comportement et pas cracher à chaque fois que quelqu'un appuie sur n'importe quel bouton, parce qu'il y a forcément un utilisateur qui va le faire. Hein. On est nombreux à voter. Donc voilà. Alors, correctness, le résultat doit être correct. Donc le résultat du vote trouvé à la fin, ça ne doit pas être un printf du candidat favori. Non, non, il faut que ça corresponde à ce qu'on attend, c'est-à-dire le résultat de tous les votes. Donc on va s'assurer que le résultat est correct. Alors, ça, c'est une propriété un peu compliquée, c'est la propriété d'équité. Donc fairness en anglais. On va vouloir qu'il n'y ait pas d'influence pendant le vote. Donc en France, il y a une loi qui dit que si quelqu'un publie des résultats avant la fin de l'élection, ça pose problème, il y a une forte amende. Parce qu'il y a quelques années, on a connu le président français avant la fin des élections, parce que des médias étrangers avaient publié des résultats 2-3 heures avant avec les instituts de sondage. Donc ils se sont fait un peu gronder, et ce n'est pas possible. Et donc là, on ne veut pas qu'il y ait de résultats préliminaires qui soient publiés avant la fin de l'élection pour garantir l'équité du vote. Pourquoi ? Parce que si votre candidat favori, il est derrière, et peut-être vous n'ayez pas prévu d'aller voter, peut-être faire l'effort de rentrer pour voter. Donc ça peut influencer sur le comportement des gens. Autre propriété qui est intéressante, c'est la vérifiabilité individuelle. Donc la vérifiabilité individuelle, je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est sur les élections physiques, vous restez devant l'urne transparente et vous regardez que votre bulletin il est là, et que personne ne l'a fait tomber, qu'il n'est pas parti et qu'il a bien été compté à la fin. Et donc du coup, de manière électronique, vous allez poster votre bulletin dans l'urne et vous allez vouloir vous assurer que votre bulletin fait bien partie de la somme finale. Donc il a bien été pris en compte. Donc ça, c'est la vérifiabilité individuelle. Vous voulez une autre propriété qui est la vérifiabilité universelle. Vous voulez que la somme de tous les bulletins qui ont été déposés corresponde bien au résultat, en fait. Et ça, tout le monde doit pouvoir refaire ce calcul pour vérifier que c'est correct. Donc ça, c'est une propriété un peu plus compliquée à avoir. Alors, on va avoir des propriétés qui parlent de respect de la vie privée, de l'anonymat. Donc la première propriété qui est très simple, c'est qu'on ne veut pas lier une personne à un vote. Donc, voilà. Alors, sauf dans le cas où il y a la majorité absolue, l'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde a voté pareil. Là, on sait que tous les votants, on connaît leur bulletin. Donc il y a un seul cas où on va révéler le bulletin de tout le monde. Mais du moment où il y a deux personnes qui n'ont pas voté la même chose, on a l'anonymat parce qu'on ne sait pas qui a voté pour qui. Et donc on ne doit pas être capable de relier l'identité d'une personne à son bulletin. Donc ça, c'est la première propriété qu'on va vouloir voir. Une propriété un peu plus forte et un peu plus difficile à avoir, c'est l'absence de reçu. C'est-à-dire que vous n'allez pas être capable de produire un reçu qui prouve pour qui vous avez voté. Alors pour deux choses, soit vous pouvez le vendre et vous dites je vais voter pour tel candidat, donnez-moi 2000 € et je vous mets une preuve que j'ai voté pour tel candidat.
Ou dans l'autre sens, on vous dit, ben, si vous ne prouvez pas que vous avez voté pour le candidat que je vous ai dit de voter, ben, je vais vous menacer en tuant votre famille. Voilà. Dernière propriété qui est plus forte encore, c'est coercion resistance. Donc même sous la menace, vous devez être capable de pouvoir voter pour qui vous voulez. Et donc typiquement, on modélise ça en disant on donne tous nos secrets, nos clés privées, à l'intrus. Il va pouvoir voter à notre place. Et malgré ça, on a un moyen de voter pour le choix de notre candidat. Et l'intrus ne va pas pouvoir percevoir pour qui on a voté. Donc ça peut se faire dans certains protocoles de vote électronique avec ce qu'on appelle des fake votes. Vous allez faire un fake vote, que vous allez prouver à la personne qui vous coerce, qui vous menace que vous avez voté pour telle personne. Il va le croire, ça va être dans le décompte des bulletins, mais ça va compter comme 0. Mais on va bien le retrouver dans la somme de tous les bulletins. Et grâce à ces mécanismes-là, on va pouvoir voter de notre côté avec un vrai vote pour pouvoir surpasser cette coercition. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des relations entre toutes ces propriétés? Et alors, il y a un travail qui a été réalisé en 2018 qui montre que si on a le respect de la vie privée de son vote, donc ça, on ne peut pas lier une personne à son vote, alors on doit avoir la vérifiabilité individuelle. Donc on est capable d'aller vérifier individuellement qu'on a bien voté pour la bonne personne. Donc ça a été démontré dans l'autre sens. On a montré qu'un système sans vérifiabilité individuelle ne peut pas assurer le respect de la vie privée. Donc on va pouvoir fuir l'information. Donc ça, c'est un résultat très surprenant qui a mis du temps à sortir, plus de 10 ans avant qu'on trouve ce résultat, mais qui je trouve très joli. Un autre résultat qui est intéressant, c'est pour faire la vérification automatique, il faudrait considérer les élections avec plein de personnes en fait. Et donc il y a un autre résultat qui a été prouvé, qui a dit que pour le vote, on n'a pas besoin de vérifier pour plein de personnes. Il suffit d'avoir 3 agents. Donc de considérer 3 votants. Et avec 3 votants, si on sait le faire, c'est pareil que si on en avait 100, 2000, 3000. Alors ce n'est pas pour le vote en soi, c'est pour assurer les propriétés de vote sur des méthodes formelles et sur des systèmes qu'on a pu développer. Donc ça, c'est aussi un résultat que je trouve très très joli, de pouvoir réduire à juste 3 votants pour pouvoir faire ça. L'idée de 3 votants, c'est qu'on ne veut pas pouvoir distinguer qui a voté pour qui, et il y en a un qui peut être corrompu, donc voilà, c'est pour ça qu'on en a 3 grosso modo. Alors, il y a des systèmes de vote, je vais parler de Bellenius tout à l'heure, et du coup, on va avoir des hypothèses de sécurité. Et donc, on va avoir plusieurs personnes, le votant, le client du vote, celui qui enregistre les votes, le serveur de vote, les autorités qui déchiffrent, et le bulletin board. Donc le bulletin board, c'est un tableau sur lequel on écrit au marqueur indélébile notre bulletin. Donc c'est quelque chose qu'on fait que écrire, on ne peut jamais effacer. Donc c'est du happen only. Voilà. Et donc on va avoir, pour le secret du vote, plusieurs hypothèses. On a besoin que le voteur et le client de vote et le bulletin board soient de faire confiance. Par contre, le register, le serveur de vote et le serveur de déchiffrement peut être tous les 3 corrompus, ou le dernier peut être corrompu ou pas. Et donc on arrive à assurer le secret du vote dans ces conditions-là. Donc il y a des parties sensibles qui peuvent être corrompues et on arrive à assurer le bon fonctionnement de l'élection. Pour la vérifiabilité, universelle ou individuelle, on a des hypothèses un peu différentes. Et donc là, il en faut au moins un des deux qui soit honnête parmi ces deux. Et les autres peuvent être malhonnêtes. Même le client de vote pourrait être malhonnête dans cette condition-là. Donc à chaque fois, on se pose des questions de quelles sont les conditions minimales d'hypothèse forte, c'est-à-dire d'être honnête, dont on a besoin pour un système de vote. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. Alors, j'espère que vous êtes encore vivants. Et maintenant, on va passer aux attaques. Alors, les attaques, de manière assez simple, j'en ai choisi certaines. Certaines que j'aime beaucoup, et celle-là, je la trouve très élégante. C'est ce qu'on appelle la Sicilian attack. Donc, imaginez que vous ayez une élection. Donc, j'ai pris des prénoms pour avoir aucune influence sur les personnes, de manière anonyme, des prénoms tirés au hasard, que vous reconnaîtrez sûrement. Voilà. Et on a 12 candidats. Et donc, si vous voyez les élections municipales, en France, on a droit à faire du panachage. C'est-à-dire quoi? Vous avez droit d'écrire les candidats sur votre bulletin dans l'ordre que vous voulez. Et donc, sur ces 12 candidats, il y a 479 millions de combinaisons possibles. Et donc, grâce à ça, il n'y a pas 479 millions d'électeurs dans une commune. Donc, la marge, on a le choix.
Et donc avec ça, vous êtes capable, sur une élection municipale, de faire ce qu'on appelle un reçu. Vous pouvez avoir un reçu. Donc aux élections municipales, vous pourriez vous faire acheter votre vote. Pour les communes qui autorisent le panachage, donc les communes de moins de 5000 habitants, je crois, eh bien, vous pourriez faire ça, parce qu'il y a plusieurs candidats, et donc du coup, l'intrus vous dit, vote pour cette liste dans cet ordre-là. Et si tu fais ça, tu as un reçu, et avec ce reçu, je vais pouvoir donner l'argent si tu as bien voté ça. Et donc il suffit que ce bulletin apparaisse bien au dépouillement. Et ce bulletin, il est quasiment unique, vu le nombre de possibilités qu'il y a pour tout combiner au niveau de l'ordre des candidats. Donc ça, c'est une attaque qui marche même sur le système actuel en papier, mais qui explique bien le concept de absence de reçu. Alors, il y a un système qui a été développé par des gens en Belgique qui s'appelait Helios. Donc, ils ont fait plein d'élections. Donc, plus de 2 millions de votes ont été faits. C'est un code open source basé sur des papiers scientifiques et qui utilise un mixnet. Donc, un mixnet, c'est un réseau sur lequel on envoie les bulletins et ce mixnet va les mélanger et les passer à un autre nœud qui va lui les mélanger et les passer à un autre nœud. Et on perd le lien en fait du premier bulletin et on ne peut plus le tracer parce qu'ils ont été mélangés. Et donc pour faire ça, on a des preuves qui disent ben moi, Mixnet, j'ai bien pris les entrées et j'ai bien ressorti le même nombre de votes avec les mêmes candidats, mais je les ai mélangés. Donc il y a des preuves cryptographiques qui permettent d'assurer la fonctionnalité du Mixnet. Donc ce protocole a été fait, il y a eu des preuves, et en fait il y a eu une attaque. Donc, une attaque proposée par Véronique Cortier et ses co-auteurs en 2010. Et l'attaque, elle est assez simple en fait. Donc je vais la simplifier à l'extrême. Imaginons qu'il y ait 3 personnes qui veulent voter. Alice va voter pour A, Bob va voter pour B, et C, Charlie, l'attaquant, va sacrifier son vote pour apprendre le vote de quelqu'un d'autre. Donc moi, je vais sacrifier mon vote, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire du vote copie. Je vais copier le vote d'Alice ou le vote de Bob pour apprendre son vote. Parce que si je vote comme Alice, en copiant le vote qu'il a mis dans l'urne, ben, je vais voter comme lui, et du coup, on va savoir, soit tout le monde a voté pareil, et je sais pour qui tout le monde a voté, soit j'ai voté comme Alice, du coup on a la majorité, et donc j'apprends pour qui Alice a voté. Et donc ça c'était une attaque qui a été réparée par la suite, mais c'était une attaque très originale, et elle marche aussi sur d'autres protocoles de vote qui ont dans la littérature. C'est de pouvoir copier le bulletin de vote pour apprendre le vote de quelqu'un d'autre. Les gens de Nancy ont proposé Belenios, une solution open source qui marche assez bien, et dans lequel ce problème a été corrigé. Donc voilà, c'est une autre alternative. Alors on peut parler aussi des élections russes qui ont voté en ligne. Et donc quand ça a été publié en 2019, Pierrick Gaudry et ses co-auteurs ont trouvé des problèmes et des failles sur le système. Donc le premier, c'est qu'il y avait des chiffrements Elgamal qui étaient utilisés et ben, les tailles des clés étaient trop petites. Et donc avec les techniques actuelles qu'ils sont capables de développer, qu'ils ont développées à Nancy, on était capable de retrouver les clés secrètes du serveur. Bah, du coup, une fois qu'on a les clés secrètes du serveur, on fait ce qu'on veut, on déchiffre n'importe quel bulletin, et c'est la fête. Donc ça, c'est un peu louche quand même. Hein. Donc, quand on développe une solution de vote et qu'on met les clés toutes petites, ça sent pas bon. Hein. Voilà. Et il y avait un autre problème, c'est qu'on pouvait calculer pendant les élections, sans casser les clés, combien de votes avait un candidat au fur et à mesure, en additionnant, en agrégeant les votes. Donc ça, c'était un autre problème qu'ils ont mis en élection, en exergue. Après, je vais proposer un autre problème que j'ai découvert sur un protocole de vote. Donc le protocole de vote qui propose sur le schéma de Benalo. Donc Benalo, c'est un chiffrement homomorphique. Qu'est-ce qu'un chiffrement homomorphique? C'est très utilisé dans les protocoles de vote. Ici, j'ai un bulletin. Ici, j'ai un autre bulletin. Je fais le produit de ces bulletins et ça me donne la somme chiffrée par la même clé. Donc ça, c'est une propriété qu'on va voir pour pouvoir agréger tous les bulletins de vote et faire un seul déchiffrement à la fin. Donc vous prenez tous les bulletins de vote des gens qui ont voté, vous les multipliez ensemble, ça vous fait un seul chiffré qui correspond à la somme de tous les résultats des bulletins. Et comme ça, vous déchiffrez une seule fois et vous obtenez le vote résultat final, mais pas le vote de chacun des partis. Voilà. Donc c'est largement utilisé dans les schémas de vote. Et donc le schéma de vote de Benalo, il a cette propriété-là, sauf que dans la spécification du protocole de Benalo, il y avait un petit problème. Il était ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire ambigu? Donc ici, j'ai chiffré 14 et je déchiffre et j'obtenais 14 modulo 15 ou 14 modulo 5.
De notre côté, il y a 14 voix pour un candidat, et de l'autre côté, il y a 4 voix pour un candidat. Ce n'est pas le même résultat des élections, en fait. Donc, on a mis en exergue qu'il y avait un problème sur ce protocole. On a dit que ça pouvait arriver si on tirait des paramètres au hasard de l'élection dans 33% des cas. On a montré comment corriger. Et cette correction permettait de prouver ce protocole dans un framework qui avait été proposé par un autre chercheur. Et il avait fait tous les protocoles de vote qui avaient cette propriété, sauf celui-là. Et on se demandait pourquoi. Ben, on a trouvé. C'est parce que les hypothèses n'étaient pas respectées. Donc on a corrigé le vote. Et donc avec l'exemple ici, si on vote 0 pour cette personne, 1 pour cette personne, si la vote c'est 14, ben, si on déchiffre 14 et qu'on obtient 4, ben, ce n'est pas la même personne qui va gagner. Donc ça peut avoir un vrai impact sur le résultat des élections. Alors, ça c'est des machines à voter. Et donc un chercheur en Allemagne a montré que s'il y avait des machines à voter, avec des reçus, on pouvait avoir une attaque. Ça veut dire que si on avait deux reçus qui avaient le même ID, eh bien on était capable de montrer que les autorités pouvaient manipuler comme ils voulaient le résultat des votes. Donc il faut absolument que les machines proposent tout le temps des identités différentes, ce qui est très difficile parce qu'il faut qu'elles soient synchronisées pour donner ces ID. Alors, une autre expérience, à DEF CON, une grande conférence de cybersécurité, il y a eu ce qu'on appelle le Machine Hacking Village. Donc voilà, donc ils ont pris toutes ces machines de vote, ils les ont données à des hackers pour cette conférence, et en une semaine, ils ont trouvé de nombreuses failles sur toutes les machines, en fait. Et il n'y en a aucune qui a résisté. Donc des failles simples, des failles plus évoluées, et c'est des hackers qui étaient là pour la conférence, donc ils ont fait ça sur leur temps libre, en plus d'écouter les talks de la conférence. Donc ça m'amène à ma conclusion. Le vote, c'est très important pour la démocratie. Pour moi, c'est hyper important que si on veut utiliser des protocoles de vote électronique, je ne suis pas forcément pour les machines à voter, parce qu'il faut contrôler le matériel et qu'il n'y ait pas de faille et de backdoor matériel. Donc le vote en ligne, ça passerait par des protocoles pour moi. Pour moi, il faut absolument que les solutions qui soient proposées, on ait les spécifications et qu'ils soient open source pour que tout le monde puisse aller auditer le code. Et en sécurité, on a l'habitude. Hein, Bitcoin, tout est ouvert. Il y a plein d'endroits où c'est ouvert. Et ben, c'est hyper important que ça soit le cas. Concevoir un protocole de vote, c'est pas facile. C'est très facile de faire des erreurs, de mal le faire, d'utiliser les mauvaises primitives, etc., etc. Et donc, c'est là où les méthodes formelles vont pouvoir aider pour éviter les attaques. Et en fait, les méthodes formelles sont bonnes pour propriéter les propriétés, mais ce qui est très difficile encore pour nous, c'est de propriéter toutes les propriétés à la fois. Donc on va avoir besoin d'utiliser plusieurs outils différents pour y arriver. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir aussi que ça passe à l'échelle, parce que là on a dit que ça déchiffrait, mais avec le chiffrement mort, ça peut prendre quelques heures à déchiffrer, parce que ça peut prendre un peu de temps. Il y a d'autres aspects qu'on voudrait prendre en compte, c'est l'influence, comment les humains vont réagir dans l'équation. Là, j'ai parlé purement technique, mais il y a des choses très intéressantes sur l'influence que va avoir le vote électronique. Et on aimerait bien avoir de la vérification et de la confidentialité de bout en bout dans tous ces protocoles. Je vous remercie pour votre attention et un peu de publicité.